Les règles, travailler dur et être juste, sont récompensées par le succès, la reconnaissance et le pouvoir. Cela semble équitable, n'est-ce pas? Mais maintenant, regardez autour de vous. Qui est vraiment au sommet? Les plus éthiques ou les plus impitoyables? Ceux qui adhèrent à la morale ou ceux qui manipulent les règles à leur avantage? La vérité brutale, c'est que la société vend une illusion. Depuis l'enfance, vous avez été conditionné à croire que le bien triomphe toujours, que l'effort honnête mène au succès, et que la justice est le fondement du monde. Mais Nietzsche voyait la réalité différemment, d'une manière plus sombre et plus inconfortable. Pour lui, la morale n'était rien de plus qu'un outil de contrôle, une façade créée pour maintenir les faibles dans le rang pendant que les vrais maîtres prennent ce qu'ils veulent. Et c'est pourquoi vous voyez les manipulateurs prospérer. Les dirigeants les plus sans scrupules dominent en politique, les entreprises les plus exploiteuses monopolisent les marchés, les plus égoïstes s'élèvent dans la hiérarchie, tandis que les naïfs sont laissés pour compte. Le jeu n'a jamais été une question de mérite, il a toujours été une question de pouvoir. Et le pouvoir appartient à ceux qui comprennent cela, avant les autres. Nietzsche appelait cela la volonté de puissance, la force brute qui sépare ceux qui commandent de ceux qui obéissent. Mais la plupart des gens ne s'éveillent jamais à cette vérité. Ils préfèrent croire au mensonge confortable que la justice finit toujours par l'emporter. Le croyez-vous aussi? Ou êtes-vous prêt à voir la réalité nue et brute? Car après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Depuis votre naissance, on vous a appris que le monde est régi par la justice. Que si vous travaillez dur, si vous êtes une bonne personne, et si vous agissez correctement, le succès sera inévitable. Mais arrêtez-vous et réfléchissez, est-ce que cela reflète vraiment la réalité? Qui est au sommet? Le plus appliqué ou le plus stratégique? Le plus juste ou celui qui n'hésite pas à manipuler? La société fonctionne sur la base d'un mensonge confortable, l'illusion de la méritocratie. Le concept est simple. Ceux qui font tout correctement, qui suivent les règles et se dévouent honnêtement, seront finalement récompensés. Mais Nietzsche voyait cette croyance comme une illusion conçue pour maintenir les faibles dociles et les puissants au contrôle. La vérité, c'est que l'histoire n'a jamais été écrite par les plus justes, mais par les plus acharnés. Pensez aux plus grands empires de l'humanité. Rome n'est pas devenue l'un des plus grands empires du monde antique en étant juste. Elle a conquis des territoires en détruisant des civilisations, en asservissant des peuples, et en écrasant quiconque s'opposait à sa domination. Les États-Unis ne sont pas devenus une superpuissance en étant éthiques. Leur ascension a été basée sur des guerres, l'exploitation et la domination économique. Pensez aux plus grands empires de l'humanité. Rome n'est pas devenue l'un des plus grands empires du monde antique en étant juste. Elle a conquis des territoires en détruisant des civilisations, en asservissant des peuples et en écrasant quiconque s'opposait à sa domination. Les États-Unis ne sont pas devenus une superpuissance en étant éthiques. Leur ascension a été basée sur des guerres, l'exploitation et la domination économique. Et dans le monde de l'entreprise, les géants de l'industrie n'ont pas atteint le sommet en étant charitables. Amazon, Google, Apple, toutes ces entreprises ont grandi en éliminant leurs concurrents, en manipulant les marchés et en privilégiant l'expansion avant toute considération morale. Mais le plus effrayant, c'est que ce système n'est pas une erreur. Il a été conçu pour fonctionner exactement de cette manière. Le philosophe français Foucault a observé que le pouvoir n'est jamais distribué équitablement. Il est accumulé, concentré et protégé par ceux qui le possèdent déjà. L'idée d'un monde juste est un récit commode. Maintenir les gens dans la croyance que le succès vient de la bonté et du travail acharné est le meilleur moyen de s'assurer qu'ils ne se rebellent pas contre les vrais maîtres du jeu. Et Nietzsche est allé encore plus loin. Il a identifié que la morale traditionnelle, celle qui enseigne des valeurs comme l'humilité, le sacrifice et la résignation, n'est pas un code de conduite universel. C'est un mécanisme créé par les faibles pour contenir les forts. Il a appelé cela la morale d'esclave, une morale qui glorifie la soumission et diabolise le pouvoir. Ceux qui suivent cette morale croient qu'être ambitieux est mal, que chercher sa propre grandeur est de l'arrogance et que défier le système est immoral. Mais cette mentalité ne sert qu'à garantir que les vrais seigneurs du monde restent aux commandes. Pendant ce temps, ceux qui rejettent cette morale et suivent ce que Nietzsche appelait la morale de maître sont perçus comme cruels, arrogants et dangereux. Mais ce sont eux qui façonnent l'histoire. Ce sont eux qui ne demandent pas la permission, qui imposent leur volonté à la réalité, qui créent leurs propres règles au lieu d'obéir à celles imposées par les autres. Ils n'attendent pas la justice, ils prennent ce qu'ils veulent. Et c'est pourquoi vous voyez tant de bonnes personnes piégées dans des vies misérables, tandis que les plus implacables dominent le monde. Car pendant que certains croient aux règles, d'autres les brisent. Pendant que certains attendent la reconnaissance, d'autres imposent leur présence. Pendant que certains se plaignent de l'injustice, d'autres en profitent.
La question qui demeure est, continuerez-vous à croire à ce qu'on vous a enseigné, ou êtes-vous prêt à affronter la vérité? S'il y a une idée qui définit la philosophie de Nietzsche, c'est la volonté de puissance. Pour lui, tout dans la vie, de la biologie à la politique, des désirs individuels aux grandes structures sociales, est mu par une seule force essentielle, l'impulsion de dominer, de s'étendre, et d'imposer sa volonté sur le monde. L'illusion moderne est de croire que les gens cherchent le bonheur, la paix ou l'harmonie. Nietzsche voyait cela comme un mensonge commode. Ce qui motive vraiment les individus, ce n'est pas le confort, mais l'ascension. Chaque forme de vie lutte pour croître, conquérir et s'affirmer sur les autres. Le lion qui tue pour dominer un territoire, le PDG qui écrase ses concurrents pour étendre son entreprise, le politicien qui manipule pour rester au pouvoir. Tous sont des manifestations de la même force brute, la volonté de puissance. Mais voici le détail qui sépare les gagnants des perdants. La plupart des gens ont cette impulsion réprimée. Depuis l'enfance, on vous a appris à contenir vos désirs, à être humble, à respecter les limites imposées par les autres. On vous a conditionné à croire que vouloir plus est mal, que chercher le pouvoir est dangereux, et que l'ambition est synonyme de cupidité. Pendant ce temps, ceux qui comprennent la vérité non seulement acceptent cette impulsion, ils la cultivent. Nietzsche croyait que les grands conquérants de l'histoire, les artistes révolutionnaires, les leaders immortels, étaient ceux qui n'avaient pas peur de leur propre volonté de puissance. Ils n'attendaient pas la permission, ne se conformaient pas aux règles imposées par la morale d'esclaves, ne s'accrochaient pas à des concepts abstraits comme la justice ou la bonté, lorsque ceux-ci devenaient des obstacles à la réalisation de leur potentiel. Et cela nous amène à un point fondamental, le pouvoir n'est pas quelque chose qui est donné. Ce n'est pas un prix décerné aux plus assidus, ou une récompense pour ceux qui suivent les règles. Le pouvoir est quelque chose qui se prend. Si vous regardez l'histoire, vous verrez que les vrais vainqueurs n'étaient pas ceux qui attendaient la reconnaissance, mais ceux qui imposaient leur présence. Alexandre le Grand n'a pas demandé la permission de conquérir des empires. Napoléon n'a pas attendu qu'on lui offre un trône. Il l'a pris. Steve Jobs n'a pas cherché l'approbation quand il a décidé de réinventer l'industrie technologique, il a ignoré les critiques et a fait ce qu'il voulait. La différence entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent est simple. L'un comprend que le monde appartient à ceux qui imposent leur volonté, l'autre croit à l'illusion qu'il existe un système juste qui finira par le récompenser. Et cela s'applique à tout. Sur le lieu de travail, avez-vous remarqué que l'employé le plus dévoué est rarement promu? Pendant ce temps, celui qui se vend le mieux, qui s'attribue le mérite, qui joue selon les règles du pouvoir, gravit les échelons. Dans le monde des affaires, les entreprises qui opèrent avec agressivité, stratégie et même manipulation dominent les marchés, tandis que celles qui s'obstinent à jouer franc jeu sont écrasées par la concurrence. Nietzsche voyait cela non pas comme un défaut du système, mais comme son essence. Le monde n'a pas été fait pour être juste. C'est un champ de bataille où seuls ceux qui embrassent leur volonté de puissance peuvent façonner la réalité à leur avantage. Et voici la vérité que peu ont le courage d'affronter. Si vous n'imposez pas votre propre volonté sur le monde, quelqu'un le fera pour vous. Si vous ne définissez pas vos propres valeurs, quelqu'un vous les imposera. Si vous ne jouez pas pour gagner, vous ne serez qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. S'il y a quelque chose qui maintient la plupart des gens piégés dans une vie de médiocrité, c'est la morale imposée par le système. Depuis l'enfance, on vous a appris à être humble, à éviter les conflits, à faire passer les autres avant vous, à suivre les règles. On vous a dit qu'être bon est le chemin du succès, qu'agir avec éthique et gentillesse vous assurera d'être récompensé à la fin. Mais Nietzsche a démasqué cette illusion. Il a réalisé que la morale traditionnelle n'est pas une vérité universelle. C'est un mécanisme de contrôle créé pour maintenir les faibles soumis et les forts contenus. Pensez-y. Qui a défini les règles qui disent que l'ambition est mauvaise? Qui a décidé que vouloir plus est de l'égoïsme? Qui a implanté l'idée que désirer le pouvoir est quelque chose de maléfique? La réponse est simple, ceux qui sont déjà au sommet. La morale qui domine la société est ce que Nietzsche a appelé la morale d'esclave. Elle glorifie la soumission, l'obéissance et le renoncement à ses propres intérêts. Elle enseigne qu'être pacifique est une vertu, qu'accepter les difficultés de la vie sans les remettre en question est un signe de caractère, que rejeter le désir de pouvoir, c'est être une personne évoluée. Mais qui profite réellement de cette morale? Certainement pas ceux qui suivent ces règles. La vérité est brutale, cette morale a été créée par les faibles pour se protéger des forts. Les gens sans pouvoir craignent ceux qui en ont, alors ils inventent des récits qui diabolisent quiconque tente de s'élever. Les chefs religieux ont prêché pendant des siècles que l'humilité est une vertu, que le sacrifice est noble, qu'accepter sa souffrance en silence vous rendra digne. Pendant ce temps, eux-mêmes vivent dans le luxe et contrôlent des millions d'esprits. Les gouvernements prêchent la justice et l'égalité, mais ils sont les premiers à manipuler les lois pour s'assurer de rester au pouvoir. Nietzsche a opposé cette mentalité à la morale de maître, la morale des forts,
de ceux qui façonnent le monde, de ceux qui n'ont pas peur d'embrasser leurs désirs. Pour ceux qui suivent cette morale, l'ambition n'est pas quelque chose à réprimer, c'est un carburant. Le désir de grandir et de dominer n'est pas quelque chose de honteux, c'est l'essence de la vie. Ils ne vivent pas pour plaire aux autres, mais pour étendre leur propre pouvoir. Maintenant, regardez l'histoire et voyez qui étaient les grands noms qui ont changé le monde. Étaient-ce ceux qui se résignaient aux règles imposées par la société, ou étaient-ce ceux qui avaient le courage de tout défier? Jules César n'a pas accepté les limitations imposées par le Sénat romain. Il les a détruites et est devenu dictateur. Napoléon n'a pas accepté sa position de simple officier d'armée. Il s'est emparé du pouvoir et a réécrit l'ordre de l'Europe. Steve Jobs n'a pas accepté que la technologie doive suivre une norme. Il a imposé sa vision et a redéfini toute une industrie. Le problème, c'est que lorsque vous naissez immergé dans la morale d'esclave, vous ne réalisez même pas à quel point elle limite votre vie. Vous vous sentez coupable de vouloir plus. Vous vous sentez mal de désirer le pouvoir. Vous avez peur d'être perçu comme arrogant, si vous vous démarquez. Parce qu'on vous a toujours dit qu'être bon, c'est se rabaisser, se soumettre et se contenter de peu. Mais Nietzsche voyait cela comme une maladie. Il croyait que les êtres humains devaient chercher leur potentiel maximum, qu'ils devaient briser les chaînes imposées par cette morale oppressive, et embrasser leur vraie nature. S'il y a un défaut fatal qui empêche la plupart des gens d'accéder au pouvoir, c'est l'incapacité à contrôler leurs émotions. La plupart agissent par impulsion, réagissent instinctivement aux provocations et s'accrochent à des idéaux romantiques sur la façon dont le monde devrait être. Mais Nietzsche voyait cela comme une faiblesse. Pour lui, ceux qui maîtrisent le jeu du pouvoir sont ceux qui se contrôlent eux-mêmes avant d'essayer de contrôler le monde. Regardez l'histoire. Les hommes les plus influents n'étaient pas les plus justes ou les plus intelligents, ils étaient les plus stratégiques. Pendant que la plupart s'épuisent à essayer de convaincre les autres qu'ils ont raison, les vrais gagnants observent, analysent et n'agissent que lorsque l'opportunité est parfaite. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils confondent force et impulsivité. Ils pensent qu'être fort, c'est réagir à chaque attaque, répondre à chaque provocation, mener chaque bataille. Mais c'est exactement ce que font les faibles. Les vrais stratèges choisissent leur bataille avec sagesse. Ils savent que chaque action doit avoir un but, et que gaspiller de l'énergie dans des conflits inutiles est un moyen de s'auto-saboter. Nietzsche a compris que le pouvoir appartient à ceux qui savent jouer avec la psychologie humaine. La plupart des gens sont prévisibles. Ils réagissent à la colère par la colère, à la peur par la peur, à la pression par le désespoir. Ceux qui maîtrisent le jeu du pouvoir font le contraire. Ils utilisent la patience comme une arme, le calme comme un bouclier, et le silence comme un outil de contrôle. Vous voulez un exemple ? Jules César savait que son ascension dépendait de la loyauté des masses. Il a donc utilisé chaque victoire militaire pour renforcer son image de leader imbattable. Il ne perdait pas de temps à argumenter ou à justifier ses actions. Il laissait les résultats parler d'eux-mêmes. Lorsque ses ennemis l'attaquaient politiquement, il ne réagissait pas impulsivement. Il attendait, gagnait du temps, construisait des alliances et, au moment opportun, il détruisait ses adversaires d'un seul coup. Dans le monde moderne, la logique est la même. Les PDG qui réussissent le mieux ne sont pas ceux qui travaillent le plus dur, mais ceux qui savent quand agir et quand attendre. Les personnes les plus puissantes ne sont pas celles qui crient le plus fort, mais celles qui parlent moins et observent plus. Et c'est l'erreur de la plupart des gens, dépenser de l'énergie à essayer de prouver quelque chose aux autres. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de convaincre les autres que vous êtes fort, mais dans le fait de leur faire sentir votre force sans que vous ayez à dire quoi que ce soit. Nietzsche voyait cela comme une question de maîtrise de soi. Ceux qui contrôlent leurs propres émotions contrôlent les réactions des autres. Ceux qui ne sont pas affectés par les insultes, les provocations ou les attaques ont l'avantage, car ils transforment la frustration de leurs adversaires en faiblesse. Et voici la grande leçon, dans le jeu du pouvoir, celui qui garde la tête froide pendant que les autres désespèrent gagne. Pendant que la plupart agissent par impulsion, les vrais maîtres du jeu attendent, observent et frappent au moment exact. Si le pouvoir n'était qu'une question de domination et de stratégie, être impitoyable suffirait à garantir un succès éternel. Mais l'histoire montre que ceux qui s'élèvent au sommet finissent souvent par tomber de la manière la plus brutale. Ce qui les a menés à la victoire finit souvent par être ce qui les détruit. Et Nietzsche voyait cela comme un cycle inévitable pour ceux qui ne savent pas équilibrer la force et la sagesse. Prenez Jules César. Il a conquis Rome avec sa ruse, sa vision et sa capacité à manipuler alliés et ennemis. Mais le même Sénat qu'il a dominé politiquement s'est retourné contre lui. César a été poignardé à mort par ceux qu'il avait autrefois soutenus, y compris Brutus, quelqu'un qu'il considérait presque comme un fils. Son caractère impitoyable et son désir de contrôle absolu avaient créé trop d'ennemis, et à la fin il a tout perdu. Napoléon a suivi le même chemin. Il a pris l'Europe avec une rapidité et une intelligence militaire jamais vues. Mais son ambition l'a aveuglé. Il ne savait pas quand s'arrêter.
Lorsqu'il a envahi la Russie, il a ignoré tous les avertissements sur les risques de l'hiver et de la résistance russe. Sa quête insatiable de plus de territoire a conduit à sa chute. Il a été exilé, humilié, et est mort loin de la gloire qu'il avait si désespérément cherchée. Et si vous pensez que c'est une chose du passé, regardez le monde de l'entreprise. Les chefs d'entreprise qui ont bâti des empires sont souvent détruits par leur propre création. Jeff Skilling des Enron a manipulé les marchés et semblait intouchable, jusqu'à ce que le scandale éclate et qu'il finisse en prison. Elizabeth Holmes a promis de révolutionner la médecine avec Theranos, mais son désir de pouvoir l'a conduite à mentir et à falsifier des résultats jusqu'à ce que tout s'effondre. La leçon est claire, l'impitoyabilité sans contrôle détruit même les plus puissants. Nietzsche a compris que le pouvoir absolu peut mener à l'aveuglement. Quand quelqu'un croit qu'il est au-dessus des règles, qu'il ne sera jamais renversé, que sa force est incontestable, il cesse de voir les risques. Il commence à commettre des erreurs qu'il n'aurait jamais commises auparavant. Il sous-estime ses adversaires, se crée des ennemis sans s'en rendre compte, et quand il s'en aperçoit enfin, il est déjà trop tard. Mais y a-t-il un moyen d'éviter cette chute? Oui. Et Nietzsche a indiqué la réponse. L'équilibre. Un vrai maître du pouvoir n'est pas seulement fort, il est sage. Il comprend que gagner n'est que la moitié du jeu. L'autre moitié est de savoir quand s'arrêter. Quand consolider sa domination au lieu de continuer à s'étendre sans limite. Quand éliminer ses ennemis, et quand les transformer en alliés. Ceux qui tombent sont ceux qui confondent pouvoir et invincibilité. Ceux qui montent et continuent de monter jusqu'à ce que le poids même de leur arrogance les fasse s'effondrer. À ce stade, une chose devrait être claire. Le monde n'est pas un conte de fées où les plus vertueux gagnent. Le pouvoir ne récompense pas la bonté. Il récompense l'intelligence stratégique, l'audace et la capacité à jouer selon les règles du jeu, ou plutôt, à les réécrire quand c'est nécessaire. Mais cela signifie-t-il que vous devez abandonner toute morale, que vous devez devenir un tyran implacable pour vous faire une place? C'est le piège dans lequel beaucoup tombent. Le pouvoir détruit ceux qui le traitent simplement comme une arme. Nietzsche n'a jamais prêché la tyrannie aveugle. Il voyait le pouvoir comme un instrument de transformation, un moyen de forger son propre chemin sans devenir esclave de la cupidité ou de la destruction. Le vrai gagnant n'est pas celui qui prend simplement le pouvoir, mais celui qui sait le conserver. Cela signifie trouver un équilibre entre la stratégie et l'intelligence émotionnelle. Savoir quand être impitoyable et quand être généreux de manière calculée, quand attaquer et quand se replier, quand réduire ses ennemis au silence, et quand les rendre utiles. Le problème pour la plupart des gens c'est qu'ils vivent dans les extrêmes. Certains passent leur vie à se faire exploiter, croyant que le monde récompensera leur bonté. D'autres, en s'éveillant à la réalité du pouvoir, plongent dans un chemin de destruction et de paranoïa, jusqu'à devenir victimes de leur propre brutalité. Mais il existe une troisième voie. La voie de ceux qui comprennent le jeu, mais ne se laissent pas consumer par lui. La grande vérité est la suivante. Vous pouvez vivre en croyant à la justice et continuer à être un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Ou vous pouvez accepter la réalité, apprendre les vraies règles du pouvoir, et décider consciemment comment y jouer. Si cette vidéo vous a fait voir la réalité différemment, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Le pouvoir ne se demande pas, il se prend. On se voit dans la prochaine vidéo.